Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo relative aux freins à disque. Effectivement, les freins à tambour étant de plus en plus remplacés par les freins à disque pour tendre à disparaître complètement, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux freins à disque. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout simplement définir ce qu'est un système de freinage. Un système de freinage, qui soit à tambour ou à disque ou encore avec d'autres systèmes, est un système qui permet de convertir une énergie cinétique en énergie calorifique en faisant frotter deux matériaux l'un contre l'autre, tout simplement. Grâce au frein à disque, on vient faire frotter ce qu'on appelle les plaquettes qui ont une garniture bien spécifique contre des disques. Un est en mouvement, l'autre non. Par conséquent, les deux vont frotter. Ce frottement va transformer l'énergie cinétique du véhicule en énergie thermique. Bien, dans cette partie de la vidéo, nous allons voir ensemble la composition des disques de frein et également des plaquettes de frein. Alors, quand je parle de plaquettes de frein, je parle bien entendu de la garniture des plaquettes, ce qui va venir frotter contre le disque lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Alors, commençons par le disque. Il existe principalement 4 matériaux utilisés pour fabriquer les disques de frein. Alors, le moins efficace, le moins bien de tous, c'est l'acier inoxydable, de moins en moins utilisé. Effectivement, il existe des disques en acier inoxydable. Comme je vais le dire, c'est les disques qui sont les moins efficaces. Par conséquent, ils sont de moins en moins utilisés, surtout qu'on crée des voitures de plus en plus performantes, mais également de plus en plus lourdes, des trucs comme ça. Donc, l'acier inoxydable est de moins en moins utilisé. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe. Ensuite, on retrouve ce qu'on retrouve le plus sur les voitures standards, qui est la fonte. C'est pour ça que si vous portez un disque de frein, vous allez vous apercevoir qu'il est lourd, parce que généralement, la plupart des disques de frein pour voitures standards sont en fonte. Alors la fonte, c'est quelque chose qui propose un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on va avoir des performances qui sont quand même assez correctes et satisfaisantes pour assurer une efficacité et une sécurité normale et satisfaisante pour un véhicule standard, bien entendu, tout en proposant un prix de fabrication et de revient tout à fait raisonnable. Donc la fonte est ce qui est le plus utilisé sur des voitures standards. Néanmoins, la fonte quand même trouve relativement vite ses limites si on vient à utiliser un véhicule lourd et ou un véhicule puissant. C'est pourquoi sur les véhicules lourds et ou puissants, on va venir retrouver du carbone et de la céramique, qui sont les deux autres matériaux utilisés dans la composition des disques de frein. Mais là, c'est sur des disques de frein à haute performance, bien entendu. On ne retrouve pas le carbone et la céramique sur des disques de frein de Monsieur Tout le Monde, parce qu'effectivement, ces voitures de Monsieur Tout le Monde, si je puis me permettre de dire, ce sont des voitures qui ne sont pas très onéreuses. Or, le carbone et la céramique sont très très performants, mais c'est des matériaux qui coûtent une blinde, c'est des matériaux qui coûtent cher, donc ils sont exclusivement réservés à un usage de compétition et à un usage pour les véhicules très gros, très lourds et les véhicules puissants. Voilà. En ce qui concerne la garniture des plaquettes de frein, là c'est pareil, on retrouve divers matériaux parce qu'il faut savoir que durant de très très nombreuses années, l'amiante était utilisé comme garniture de plaquettes de frein. Or, suite au savoir qui a évolué sur les conséquences sur la santé que produit l'amiante, cette dernière a été interdite depuis 1997. Par conséquent, il a fallu trouver des produits de substitution. Les garnitures des plaquettes de frein actuellement sur la plupart des véhicules standards sont majoritairement faites en fibre de verre. Néanmoins, sa composition est bien plus savante que ça. Il n'y a pas que de la fibre de verre qui compose les garnitures des plaquettes de frein sur nos véhicules. Il y a également tout un tas d'alliages, d'abrasifs. Voilà, il y a de l'alliage, par exemple, on retrouve du cuir, on retrouve également du carbone, de la céramique. Voilà, on retrouve plein de matériaux différents. Voilà, c'est un savant mélange dont les proportions sont bien entendu secrètement gardées par chacun des constructeurs, parce que bien sûr en fonction des proportions et du type de matériaux utilisés dans ce mélange là, on va retrouver des performances tout à fait différentes d'une marque à une autre. Mais voilà, c'est majoritairement de la fibre de verre avec tout un tas d'autres composites, voilà, et des fois des composites assez performants et assez onéreux, comme par exemple le carbone, la céramique. Par exemple, les plaquettes de frein peuvent être aussi quasiment en full carbone. Comme par exemple en Formule 1, comme on demande des performances extrêmes, la plupart des plaquettes en Formule 1 sont ce qu'on appelle les plaquettes CC, c'est-à-dire les plaquettes composite carbone. C'est que là, effectivement, c'est du carbone. Donc on va venir chercher effectivement, à travers ces plaquettes-là, de l'endurance. Mais bien entendu, le tarif n'est pas le même. Donc en fonction des besoins et des usages et du type de véhicule, on va avoir effectivement des disques et des plaquettes avec des performances différentes et un coût différent. Bien, c'est pourquoi cette partie de la vidéo, nous allons nous intéresser aux différentes architectures de disques qui existent, afin de voir les disques qui évacuent le moins bien la chaleur, parce que l'air ne peut pas passer à l'intérieur de ce dernier, et les disques les plus performants qui évacuent le mieux et le plus rapidement la chaleur grâce au passage de l'air. Alors il existe principalement 4 architectures
de disques différents. Il existe tout d'abord, le moins performant de tous, le disque plein. Comme son nom l'indique, il est tout plein, c'est-à-dire il est composé de matériaux complètement pleins. Quand on le regarde, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de prise d'air ou que ce soit entre la phase extérieure et la phase intérieure. Par conséquent, c'est vraiment un morceau, un bloc, et il refroidit très mal. Donc voilà, une fois qu'il a emmagasiné la chaleur, il a beaucoup de mal à la dissiper. Et par conséquent, c'est le type de disque le moins performant. Ensuite, le second type de disque que l'on rencontre, c'est le disque ventilé. Alors ce dernier, entre la phase intérieure et la phase extérieure, est ventilé. Alors effectivement, si on le regarde de face, il n'y a aucune rainure, il n'y a aucun trou, il n'y a rien qui permet de différencier d'un disque plein. Néanmoins, si on le regarde de profil, on s'aperçoit effectivement qu'entre la phase avant et la phase arrière, il y a des trous, il y a des lamelles, il y a des endroits où c'est que l'air peut passer, et par conséquent, ça permet un refroidissement meilleur que le disque plein. Le disque ventilé est utilisé généralement sur la plupart des voitures standards de série, et il y a une puissance faible à légèrement modérée, et il y a une masse relativement faible, car effectivement, plus la masse est importante, plus la puissance est importante, et plus l'usage intensif est important, plus on a besoin de refroidir rapidement et efficacement. Ensuite, on va retrouver les deux types de disques les plus performants. Alors je vais les citer dans les ordres de performance. On a le disque percé et le disque rainuré. Le disque percé est moins performant que le disque rainuré, je vais expliquer tout cela pourquoi. Alors le disque percé, comme son nom l'indique, il a des trous. Si on le regarde de face, il est très joli, il a des trous un peu partout, qui permet effectivement un passage de l'air de façon optimale et efficace. Et vous allez me dire, ouais, peut-être que justement l'air passe mieux sur un disque percé que sur un disque rainuré, qui n'a que des rainures. Et bien cela est peut-être vrai, du moins je ne suis pas allé me renseigner de ce côté-là, néanmoins il reste quand même beaucoup plus fragile et beaucoup moins efficace qu'un disque rainuré pour une raison bien précise. Le disque percé crée en usage intensif ce que l'on appelle des points de chauffe. C'est-à-dire qu'entre les trous, comme les trous sont très rapprochés, ben, il y a très peu de matière entre les trous et par conséquent, en usage intensif, lorsque cela chauffe, ça crée une fragilité et ça peut créer des micro-fissures, des fissures entre ces trous-là et par conséquent, ça peut créer une détérioration rapide du disque et par conséquent, il est moins performant qu'un disque qui n'a pas cette détérioration-là. Donc, le disque percé ventilé est très bien pour un usage, on va dire, avec un freinage un peu agressif, mais occasionnel, mais pas pour tenir en endurance, parce qu'effectivement, de par les points de chauffe qu'il est susceptible de créer, il n'est pas très endurant. Et ensuite, on a le type de disque le plus endurant, généralement utilisé dans les compétitions automobiles et tout ça, qui est le disque rainuré. Comme son nom l'indique, il a des rainures sur les faces, que ce soit la face avant ou la face arrière, il a des rainures. Ces rainures permettent un passage de l'air de façon optimale, permettant de refroidir encore mieux le disque en lui-même lorsqu'il est utilisé en usage intensif. Néanmoins, il ne crée pas de point de chauffe, il ne crée pas de fragilité de structure comme le disque percé. C'est le plus efficace possible, le disque rainuré. Voilà. Bien, dans cette partie de la vidéo, nous allons à présent voir les différentes technologies utilisées pour faire frotter la garniture de la plaquette contre le disque, autrement dit les différentes technologies de freinage qui existent sur des disques, sur des freins à disque. Pardon. Tout d'abord, la technologie de l'étrier fixe. Les plaquettes positionnées de part et d'autre le disque vont être poussées par un ou plusieurs pistons contre le disque lorsque le conducteur enclenche l'action de freinage sur la pédale de frein. Donc par conséquent, l'usure des plaquettes et la répartition du freinage se fera de façon homogène de part et d'autre et on aura quelque chose de relativement performant. C'est le système qui à mon sens est le mieux conçu et le plus efficace pour freiner. Mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus répandu. Les freins à étrier flottants. Seule la plaquette intérieure est poussée délibérément par un piston sur le disque. La plaquette extérieure, elle, est poussée par l'intermédiaire de l'étrier monté sur un système coulissant dans la chape. Ce système-là n'est pas à mon sens le meilleur car il crée une usure, il crée une usure asymétrique des plaquettes et c'est pas vraiment super parce que l'usure n'étant pas identique d'une plaquette à l'autre, c'est pas génial. Et en plus de ça, la répartition du freinage est un peu différente, donc c'est un système que j'apprécie moins. Ensuite, il y a les freins à étrier pivotant. Alors là, j'en parle pas trop parce que c'est pas une technologie hyper répandue et voilà, Honda l'a utilisé sur des motos dans les années 70 il me semble, mais après voilà, c'est pas super top. Et après on retrouve la technologie de fixation axiale ou radiale.
Alors là je m'étale pas trop hein, parce que voilà, j'ai envie de dire, je dis le truc mais c'est de façon synthétique. À mon sens c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est que j'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus. C'est sur le comportement du système de freinage, c'est sur l'endurance et l'efficacité d'un système de freinage au travers bien sûr de l'utilisation de divers matériaux et également de diverses architectures du disque afin d'évacuer au mieux la chaleur, et c'est à mon sens ce qui compte le plus. Voilà, donc là j'ai fait un petit point vite fait sur différentes technologies, mais on va pas trop s'attarder dessus. Bien les amis, après la théorie, voici la pratique virtuelle. Dans cette partie de la vidéo là, nous allons analyser différentes surchauffes de systèmes de freinage poussés dans leur dernier retranchement afin de voir que en fonction d'une association plaquette disque X, on n'aura pas du tout le même comportement que dans une association plaquette disque Y. Effectivement, on peut avoir le même disque mais avec des plaquettes différentes et par conséquent des réactions totalement différentes. Donc nous allons voir dans ces images qui ont été tournées de façon opportuniste et que je me sers à but pédagogique, nous allons voir effectivement que en fonction du disque utilisé et des plaquettes utilisées, on peut avoir des comportements divers et variés par rapport à d'autres disques et d'autres plaquettes. D'accord? Alors, face à ces images qui vont suivre, qui traitent directement de systèmes de freinage poussés dans leur dernier retranchement, face au potentiel danger que cela peut représenter, il en va de soi que certes dans ces vidéos, j'ai un rôle pédagogique, je transmets du savoir. Mais face à de pareilles circonstances, il en va de mon devoir que j'ai également un rôle préventif. La partie qui va suivre là, à l'instant, n'est peut-être pas la plus intéressante de la vidéo, car elle concerne de la prévention. Certains vont se dire, il me fait la morale, pas de couffin. Bref, face aux images qui vont suivre tout ça, il en va de soi que ce rôle préventif est nécessaire. Parce que n'oubliez pas, sur la route, le danger est souvent imprévisible et le danger est partout. Ces vidéos-là ont été tournées de façon opportuniste, c'est-à-dire quand le conducteur a mis en défaut, sans le faire exprès, le système de freinage, les vidéos ont été réalisées et moi je m'en sers à but pédagogique. Néanmoins, ne tentez pas de façon délibérée de reproduire la surchauffe d'un système de freinage. Je mets vraiment l'accent là-dessus. Ce n'est pas, voilà, je veux pas que vous le preniez comme une leçon de morale ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la prévention. Parce qu'un système de freinage poussé dans ces derniers retranchements peut représenter un réel danger à l'instant T et un réel danger également dans le temps, de façon différée. Il représente un danger à l'instant T par risque de rupture potentielle des disques, par risque, parce qu'on, vous savez, comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu, risque de surchauffe non négligeable et de danger par rapport aux plaquettes de frein. Ça c'est un danger réel direct. Il représente un danger réel direct s'il est créé de façon délibérée en roulant fort sur route de montagne par risque de non-maîtrise du véhicule dans certaines circonstances. Il représente, enfin de montagne ou de plaine, hein, je prends de montagne parce qu'elles sont généralement plus sinueuses qu'en plaine, mais il n'y a pas qu'en montagne que c'est dangereux, hein, loin de là. Il représente un réel danger également dans le temps, de façon indirecte. Et c'est pourquoi si cela, et donc je vais parler par la suite, et c'est pourquoi si cela se produit de façon non intentionnelle, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de le provoquer. Cela peut arriver à n'importe qui, suite par exemple à une surcharge un petit peu de la voiture, à une descente d'un col, c'est que vous n'avez pas bien utilisé le frein moteur, à une surchauffe parce qu'il fait chaud l'été et que vous avez un peu trop sollicité le système de freinage. Voilà, suite à un défaut sur le système de freinage, bref, il y a tout un tas de variables, il y a une multitude de concours de circonstances qui peuvent conduire à une surchauffe du système de freinage. Donc si cela se produit, donc déjà ne cherchez pas à le faire de façon intentionnelle, mais si cela arrive, une fois que c'est arrivé, amenez votre voiture chez votre garagiste car cela peut représenter un réel danger sur une utilisation à court, moyen et long terme. Je m'explique. Quand cela se produit, comme les disques et les plaquettes ont été poussés dans les derniers retranchements, ils ont subi un stress, je puis me permettre de dire, ils ont subi voilà, quelque chose qu'ils ne devraient pas subir et qui les a énormément fragilisés. Comme par exemple, les plaquettes peuvent se glacer. Alors c'est vrai que le terme est un peu mal choisi, parce qu'en cas de surchauffe ça se glace, bon voilà le jeu de mots vous avez compris. Mais quand les plaquettes se glacent, je ne vais pas entrer dans l'état technique, là c'est pas l'objectif, elles ont un comportement qui devient totalement aléatoire. Et elles peuvent se glacer à la suite d'une surchauffe importante. Donc si les plaquettes ont un comportement totalement aléatoire en cas de freinage, vous comprenez que cela peut devenir très dangereux.
Donc si cela se produit, pareil, les disques peuvent surchauffer, peuvent créer des points de chauffe. Donc comme vous pouvez le voir, quand cela se produit, il faut aller chez le garagiste parce que les disques sont fragilisés, les plaquettes sont fragilisées. Et seul ce dernier est à même à vous dire, vous pouvez reprendre votre voiture dans l'état et continuer votre route sereinement, ou faire l'intervention nécessaire sur le véhicule, enfin sur le système de freinage, afin de pallier au risque potentiel. Voilà, donc soyez vigilants, soyez prudents. On est tous là pour se déplacer d'un point A à un point B, pour diverses raisons, que ce soit professionnel ou pour le plaisir. Qu'importe la raison, le but c'est bien d'arriver au point B. Quand vous voulez rouler fort, que vous voulez faire plaisir, il y a des circuits qui sont faits pour ça. De nos jours, il y a beaucoup de circuits en France et c'est très bien. Et franchement, c'est génial. Ils proposent ce qu'ils appellent des journées track day. Alors oui, c'est un peu onéreux, il faut se cotiser. Bref, mais bon, les journées track day proposent vraiment de pouvoir se faire plaisir en toute sécurité. C'est quelque chose que je recommande. Ça va vous permettre à la fois de vous faire plaisir, d'évaluer la réactivité de la voiture parce que vous allez vraiment pouvoir la pousser dans ses derniers retranchements. Et les journées track day, c'est vraiment un moment inoubliable et je vous invite à faire ça si vous voulez vous faire plaisir. Mais voilà, sur route ouverte, soyez prudents. Bon voilà, c'est la partie prise de tête est terminée. Maintenant, place à la vidéo. Alors tout d'abord, commençons effectivement par cette première vidéo. Donc système de freinage à disque Eurobrake 266 mm, plaquette me semble-t-il, c'était des Valeo. Donc là, elle se rend compte effectivement qu'on a un disque assez costaud, c'est un disque ventilé mais non percé, non rainuré. Néanmoins, suite à un usage intensif, ce dernier fait fumer les plaquettes, mais comme on peut s'en apercevoir, il lui n'est pas rouge. Il n'est pas voilà, rouge vif, le disque n'est pas en surchauffe extrême. Par contre, les plaquettes, elles, fument. Donc effectivement, il y a quand même une surchauffe négligeable. Voilà. Second cas de figure, toujours disque Eurobrake 266 mm, avec plaquette, je crois que là c'est du Bosch, qui était voilà, plus à la fin que du début. Donc là on se retrouve effectivement avec, suite à un usage intensif également, des disques bien rouges, néanmoins pas de fumée comme vous pouvez le constater. La garniture des plaquettes ne fume pas de partout, ça reste, voilà, par contre, ça reste contenu au disque. Par contre les disques eux, effectivement, comme on peut le voir sur les images, sont rouge vif. Alors je dis sont parce qu'effectivement là c'est d'un côté, mais de l'autre côté c'est exactement pareil. Voilà. Ensuite, donc troisième image, troisième vidéo, pardon. Alors sur celle-ci, là c'est pareil, donc disque et plaquettes poussés un petit peu à l'extrême en endurance et tout. Et là sur celle-ci, on a par contre des disques 266 mm. Alors je crois que c'était toujours de la fonte. Par contre cette fois-ci des disques rainurés de marque Brembo, avec des plaquettes Bosch, des rainures qu'on voit sur la vidéo bien entendu, et on voit effectivement que le disque est tout à fait fonctionnel et n'est pas du tout défaillant au niveau de sa conception, compte tenu que on voit clairement les traits noirs des rainures qui ne sont pas en surchauffe particulière. Par contre la surface de contact direct, elle est bien en surchauffe, et là on voit en plus de ça donc une très grosse surchauffe, puisqu'effectivement de la fumée s'échappe, en plus de ça des étriers qu'on voit. Voilà. Donc voilà pour ces petites vidéos. Donc en fonction de l'association qu'on a entre les plaquettes et les disques, on a des comportements différents, et aussi au niveau du retour à la pédale de frein, on a des comportements différents et on a une endurance différente. C'est pourquoi il est important bien entendu d'adapter le système de freinage de façon correcte et adaptée à son usage et surtout au véhicule qu'on conduit. Voilà, voilà en ce qui concerne donc ces systèmes là. Alors après, avant la fin, je me permets de faire une petite parenthèse sur la durée de vie des plaquettes. Là également, c'est très aléatoire. Je me permets de faire une parenthèse, mais je ne vais pas, comment dire que les plaquettes font tant de bornes, car c'est totalement aléatoire. Ça peut aller d'une valeur à 10 fois cette valeur, sans aucun problème. Ça va vraiment dépendre de votre usage et de ce que vous en faites. Une fois de plus, il n'est pas forcément obligatoire de rouler comme un sauvage fort sur des routes de montagne pour user vite et tôt les plaquettes. De nombreuses circonstances peuvent amener à une détérioration rapide des plaquettes, comme une défaillance sur le système de freinage, comme si vous tractez souvent, comme si vous avez un freinage agressif en situation lambda, comme si vous faites du circuit. Alors là sur circuit, voilà, ça fond comme neige au soleil, alors ça part comme neige au soleil. Donc en fonction vraiment de l'usage que vous en avez, vous pouvez aller voilà, d'un chiffre A à un chiffre B qui est très éloigné. Pour donner un titre d'exemple, par exemple, alors attention, c'est toujours pareil, je ne vous dis pas dans quelles circonstances cela s'est passé, mais effectivement, j'ai réussi à faire moins de 6000 km, 5900 km avec un jeu de plaquettes, du jeu neuf au jeu à la ferraille. Voilà, néanmoins, l'utilisation que j'en ai eue sur cette plage-là fait qu'effectivement, elles n'ont pas tenu dans le temps. Par contre, j'ai réussi aussi, toujours avec le même véhicule, avec des plaquettes techniquement équivalentes, à faire plus de 20 000 km avec un jeu de plaquettes.
pour la simple et bonne raison que l'usage et l'utilisation étaient totalement différentes. À titre de comparaison également, mon grand-père sur une Peugeot 205 à l'époque, alors je ne suis pas pour en compter ma life, voilà, mais c'est vraiment pour donner des chiffres et vous donner vraiment un ordre de grandeur, avait réussi à faire sur des freins à disque à l'aval 85 000 km avec un jeu de plaquettes. Donc c'est totalement aléatoire et ça va dépendre d'un très grand nombre de variables. C'est pourquoi on ne peut pas donner, on ne peut pas quantifier une valeur précise. Si vous faites du circuit, ça va fondre comme neige au soleil. Néanmoins, si vous faites que de la nationale ou que de l'autoroute, surtout de l'autoroute avec un véhicule hybride qui sollicite de moins en moins le système de freinage grâce à, quand vous levez la pédale d'accélération, ça freine parce qu'on récupère de l'énergie pour générer de l'électricité. Voilà, donc sur un véhicule hybride évoluant sur autoroute avec un conducteur qui anticipe très bien, il y a de fortes chances que vous changez la voiture avant de changer les plaquettes. Mais voilà, si vous faites du circuit, vous allez changer très tôt. Donc ça va vraiment dépendre de l'usage que vous en avez. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir entier et à la prochaine vidéo.